Salut Lucie, Salut. bienvenue à toi. On te reçoit aujourd'hui pour une chaîne qui s'appelle Colloquium. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Ouais, alors moi c'est Lucie Babayan, j'ai 28 ans. Je suis originaire de Lyon, j'ai emménagé à Lille il y a environ 6 mois. Je suis tatoueur et je fais aussi de la broderie. Et je suis une personne non binaire. Ok. Ça nous fait plaisir de te recevoir aujourd'hui, hein. Donc comme tu disais, on va parler de toi, de ton parcours, de tatouage, bien sûr, de broderie. On va parler de transidentité et de misandrie. Un bon programme. Ouais. On va commencer avec ton parcours, si tu le veux bien. Mhm. Tu disais que tu viens de Lyon. Quelle formation as-tu suivi? Formation au niveau du tatouage ou de manière globale? Bon, on peut faire de façon globale et comment t'en Ouais. es venu. Alors du coup, moi j'ai commencé déjà à être en art appliqué quand j'étais au lycée. Ensuite, j'ai fait un diplôme des métiers d'art en broderie à Paris. Et ensuite, j'ai fait un BTS design de mode à Nîmes pendant 2 ans. Et ensuite, du coup, j'ai fait un apprentissage tatou à Lyon chez Marquis. Et ça, c'était il y a 6 ans et demi. Ok. Et donc, ton premier contact avec le monde du tatouage, ça s'est passé comment? Mon premier contact avec le tatouage spécialement Ouais. ou le monde du tatouage, c'est pas pareil. Bon, fais-nous les deux alors. Moi je viens d'une famille où pour le coup personne n'est tatoué. Mhm. Et en fait je pense que les premiers contacts visuels avec des personnes tatouées c'était certainement sur le marché quand j'étais gamin. En fait ma famille elle vit en banlieue de Lyon. Et du coup, on allait toutes les semaines au marché. Et là-bas, il y a énormément de personnes tatouées, beaucoup de femmes berbères en fait, et aussi beaucoup de loupards sur les Mhm. marchés qui montent et qui démontent les marchés tous les matins, quoi. Donc c'était le premier contact, on va dire, que j'ai pu avoir avec le tatou. Donc plutôt populaire en fait. Ok, ouais. Voilà. Et à quel moment t'as passé le cap du coup? Après, pour ce qui est vraiment plus du milieu ou du monde du tatouage, plus comme on l'entend actuellement, je dirais, c'est plutôt au moment où j'étais pré-ado, ado. Du coup, j'avais déjà euh, la chance d'avoir Internet, puisque c'était les premières générations, on pouvait à peu près avoir tout ça. Et du coup, moi, je suis vraiment tombée des nues, on va dire, de pouvoir voir tout ce qui existait déjà à ce moment-là, puisque c'était déjà le début en fait du tatouage graphique, comme par exemple avec des gens comme Yann Black, qui, voilà, moi, m'ont vraiment subjuguée quand j'étais pré-ado. C'était aussi le début de la modification corporelle, donc en tout cas pas le début, mais le début comme on l'entend, avec des professionnels. Des gens comme Lucas Spira, qui voilà, étaient des précurseurs en France. Et moi, je voyais ça par le prisme de mon jeune âge, mais j'étais vraiment fascinée de voir tout ce qu'on pouvait faire, en fait. Parce que finalement, le tatouage que moi j'avais vu, le tatouage dans la rue, ça n'avait rien à voir avec ça, quoi. C'était des trucs qui étaient complètement novateurs, et je me disais, waouh, en fait, on peut faire ça. On peut vraiment modifier son corps comme ça. Et, euh, et ça, c'était quand même il y a un petit paquet d'années, quoi. Mhm. Voilà. Et la première fois que tu t'es fait piquer du coup? Je me suis fait tatouer la première fois à l'âge de 20 ans. Donc j'ai attendu quand même hyper longtemps pour passer le cap. C'était quelque chose qui m'attirait vachement, mais en fait j'avais hyper peur dans le sens où je voulais faire ce métier déjà relativement jeune. Déjà vers 15-16 ans, je savais déjà J'allais que te j'avais demander envie de faire justement à ça. quel moment t'as. Ouais. Et du coup, j'ai mis assez longtemps à passer le cap, à vouloir me faire tatouer, et surtout à trouver mon apprentissage, parce que j'étais un peu persuadée que je serais pas, comment dire, qu'on me prendrait pas forcément au sérieux, quoi. Donc je savais que c'était déjà un milieu, à l'époque en tout cas, maintenant moins, mais à l'époque assez misogyne. Donc du coup, et puis voilà, en sortant d'un bac art appliqué, j'avais très peu de bagages en fait, Mhm. donc je savais que déjà pour trouver un apprentissage ça risquait d'être compliqué.
C'est aussi pour ça que j'ai mis un petit moment avant de passer le cap et de chercher un apprentissage. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis un petit moment de me faire tatouer, parce que pareil, je savais pas forcément vers qui me tourner, quoi faire, etc. Donc j'ai mis quand même un petit peu de temps. Et voilà, et finalement mon premier tatouage, je l'ai fait avec Topsy Turvy, qui est un tatoueur lyonnais. Et donc j'ai fait une paire de ciseaux de broderie. C'est mon premier tatouage. Et ben, tu disais la difficulté que tu avais pu avoir à trouver un lieu pour te former. Comment s'est passé ton processus de formation? On sait que le tatouage, ça se fait beaucoup avec par apprentissage. En fait, tu vas dans un salon et puis tu te formes auprès soit d'une personne qui va être un peu ton mentor, entre guillemets, quoi, ou au contact des personnes qui sont dans le salon. Pour toi, comment ça s'est passé? Eh ben plutôt bien, j'estime, étant donné le fait que j'ai la chance de pouvoir voyager beaucoup, rencontrer pas mal de personnes, et On va en donc discuter aussi. ouais, du coup rencontrer beaucoup de mes pairs et pouvoir discuter aussi avec chaque personne de son parcours et de savoir comment ça s'est passé. Et j'estime que j'ai quand même eu pas mal de chance dans le sens où j'ai pas subi de sexisme, j'ai pas subi d'agression, j'ai pas été spécialement exploitée. Donc c'est quand même plutôt une chance. Donc moi j'ai bossé chez Marquis, ça a duré 3 ans. C'était un shop donc tenu par un ancien qui a 25 ans d'ancienneté dans le piercing. Donc lui il ne faisait pas de tatou. Là où c'était, on va dire, peut-être un peu moins transcendant, c'est que c'était quand même sacrément le bordel. Que du coup, j'avais pas vraiment de maître d'apprentissage. Donc en fait, on m'a pris en apprentissage dans un lieu où il y avait beaucoup de passages, il y avait beaucoup de gens qui venaient en guest, mais au tout début, il n'y avait pas de permanent. Ensuite, il y a eu un permanent qui, lui, faisait du polynésien, mais qui, du coup, n'a pas été, proprement dit, mon maître d'apprentissage. Donc j'ai pu poser plein de questions, voir plein de gens, ça c'était hyper enrichissant, mais j'ai pas eu un mentor au-dessus de moi pour me prendre la main et me dire écoute, aujourd'hui on va t'apprendre à faire des aplats noirs. C'était à moi aussi d'aller poser des questions, d'aller te renseigner, te former un peu en autodidacte, quoi. C'est ça, en fait moi quand on me pose la question de savoir comment j'ai été formée, je dis que j'ai été autodidacte dans de très bonnes conditions en fait, puisque j'étais pas chez moi tout seul à galérer non plus, mais c'était pas vraiment un apprentissage en bonne et due forme. Et du coup, tu nous disais que c'est un processus qui t'a pris 3-4 ans? Non, j'ai bossé 3 ans là-bas, mais par contre, comme j'avais pas vraiment de maître d'apprentissage, j'ai pas eu vraiment non plus quelqu'un qui me disait bah voilà, à partir de telle période tu seras plus apprenti, à partir de telle période tu vas pouvoir tatouer ou pas tatouer, enfin. Donc c'était assez flou en fait, donc il a fallu aussi que un peu de moi-même, je me lance en fait. Mais ça n'a pas été excessivement simple les débuts, mais avec les années, on va dire que j'ai réussi aussi à faire de plus en plus ce que je voulais en fait. Et tu nous parlais en début d'interview justement que tu avais été marqué jeune par un tatoueur Ian Black, il me semble. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça qui t'ont influencé et aussi dans ton parcours des personnes qui t'ont soutenu en fait Des personnes qui m'ont influencé, eh ben oui, certainement en fait, mais on va dire que c'est assez vaste. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu-là, je percevais les tatoueurs et tatoueuses comme des personnes... Enfin, c'était un peu des idoles pour moi. Sauf que comme c'est un milieu qui est assez petit, en fait, c'est assez facile de rencontrer les gens, se faire tatouer par ces personnes, et puis après aller faire des guests chez eux, quand ça devient ton métier. Donc, du coup, déjà, des gens qui vraiment m'ont inspirée, je dirais Nikos Balboa, chez qui justement maintenant je vais en guest. Je sais pas, des gens comme Léa Naon. Franchement, je pourrais t'en citer énormément. Après, c'est hyper vaste, quoi. Et des gens qui m'ont vraiment soutenue, je dirais tout simplement en fait mes collègues avec qui j'ai bossé pour certains pendant des années, que ça soit des gens qui faisaient du tatou, des gens qui faisaient du piercing ou de la bonne mode.
globalement, même si c'est un milieu qui n'est pas forcément excessivement simple, ça peut être aussi un milieu qui peut être extrêmement bienveillant. Tout dépend des personnes sur qui tu tombes. Tu nous disais, là, tu as 28 ans, tu exerces du coup en tant que tatoueur depuis... Depuis 6 ans et demi. 6 ans et demi, ouais. Ouais. Que représente le tatouage pour toi? Vaste question, je me doute, mais... Pour moi, ça reste un moyen, on va dire, de se réapproprier son corps. Je pense que si je dois donner une définition simple et concise, pour moi, c'est ça. Ça, c'est un exutoire, je pense. Une libération, que ce soit pour moi ou pour les gens, en fait, que je tatoue. C'est un accompagnement aussi de la personne. Voilà. Il y a un échange qui se fait, de toute façon. Ouais. Ouais. Est-ce que tu en es arrivé à un point, là, dans ton parcours, où tu peux te permettre de travailler que sur des choses qui te parlent, ou il t'arrive encore de faire, entre guillemets, tu vois, de l'alimentaire Étant donné que j'ai bossé dans des street shops pendant 6 ans, mon métier, ça a été justement d'allier les deux. Pour moi, on n'est pas que des artistes, on est aussi des artisans. Maintenant que je suis plus sur la route, je pense que ça fait plus de 6 mois maintenant que je suis sur la route. Je fais pratiquement plus que mon travail, entre guillemets. En tout cas, ça va être 99% de mon travail. C'est un truc qui me convient, qui me plaît, mais en même temps, je trouve que c'est toujours important de ne pas dénigrer, on va dire, des demandes qui ne correspondent pas forcément directement à mon travail. Il faut savoir accueillir en fait chaque personne et chaque demande au mieux. Après, c'est sûr que je vais pas te mentir, quand on vient me voir pour faire, j'extrapole, c'est un peu stéréotypé, mais des envolées d'oiseaux ou des signes infinis. Après, tout dépend de comment c'est présenté. Moi, en fait, je suis là aussi pour discuter avec les gens. J'aime pas forcément ce terme, mais un peu les éduquer, les aiguiller. Donc, juste, en discuter, leur expliquer que si c'est vraiment ce que la personne veut, c'est ce qu'on va faire. Mais que cette personne soit bien consciente du fait que y a aussi d'autres possibilités, et que c'est peut-être pas forcément par effet de mode, mais juste parce que la personne est un peu perdue ou elle sait pas forcément ce qu'elle veut, qu'elle s'oriente vers quelque chose comme ça. Donc juste expliquer qu'il est possible de faire tellement plein d'autres choses et que c'est bien aussi de pouvoir en parler. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a des pièces qui t'ont marqué déjà? Et j'ajouterais, est-ce qu'il y a des projets que tu aimerais piquer mais que t'as pas encore pu faire? Genre des endroits du corps en particulier. Je sais que quand t'es tatoueur, il y a des endroits qui sont un peu plus techniques que d'autres, un peu plus... Des pièces qui m'ont marqué... des pièces qui m'ont marqué. Alors pas spécialement des choses, on va dire, forcément transcendantes, mais en tout cas, j'ai déjà fait des séances tatou qui m'ont particulièrement marqué émotionnellement. J'ai déjà fait des pièces particulièrement grandes sur des gens. J'aurais pas forcément de tatou spécialement qui m'ont, on va dire, transcendé ou marqué à vie, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose d'assez émouvant, je dirais, de terminer des pièces comme des bras complets ou des chests ou des grandes zones, même si c'est pas forcément des pièces qui sont en soi énormes, mais juste des fois placées. Je me souviens, j'avais fait des pièces sur des ventres, des trucs assez grands, et te dire genre waouh, genre cette personne elle me donne une énorme partie de sa peau pour faire un projet, c'est hyper impressionnant en fait. Je me doute, ouais. Et donc tu as déjà un peu touché à toutes les parties du corps au niveau... Alors je tatoue pas les paumes de main parce que je le maîtrise pas spécialement, et puis c'est pas un truc qui m'intéresse parce que c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Pareil, les dessous de pied, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait de tatouage génitaux non plus.
Après, à l'occasion, si on m'en demande, je pense que j'en ferai sans problème. Jamais fait d'intérieur de bouche non plus. Pareil, après, peut-être qu'un de ces quatre, on m'en demandera, et puis on le ferait. Les visages, je commence à en faire un petit peu. Après, c'est des petits trucs, des petites pièces, des tout petits machins. Donc, je reste encore un petit peu flippée, mais ça commence aussi un peu à se débloquer. Voilà, mais sinon, ouais, je crois que je commence à avoir touché pas mal de zones. Ouais. Bah, c'est cool. Au niveau de ta vision artistique, de ton art, tu touches un peu à tout, mais je trouve qu'il se dégage tout de même une sensibilité forte pour certains thèmes. Tu vas me dire si je me trompe ou pas. Notamment au niveau du corps, de l'univers botanique et floral, et également une certaine fascination pour l'entomologie. Comment ces thématiques sont-elles arrivées dans ton travail? Alors, tout ce qui va être rapport à la nature, globalement, je pense que c'est au niveau de mon éducation. J'ai eu la chance d'avoir grandi dans une maison avec un jardin, en ville certes, mais avec un jardin. Ce qui est vraiment clairement un luxe. Et du coup, ma mère passait énormément de temps dans le jardin. Du coup, déjà tout petit, j'allais avec elle dans le jardin, regarder les plantes. Et donc, déjà, j'ai eu une éducation assez jeune de faire la différence entre toutes les plantes aromatiques, toutes les fleurs qu'il existait. C'est donc ma mère qui adore en fait tout ça. Et donc, aussi, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, j'ai eu cette chance-là. Et donc, on a pu voyager dans plein de zones différentes en Europe. Et plus loin, et donc du coup être sensibilisé aussi à toutes ces différentes plantes qu'on peut retrouver dans plein de jardins botaniques différents aussi, les jardins anglais, voilà, c'est vraiment, je dirais, lié à mon éducation. Vis-à-vis des insectes, je pourrais pas vraiment dire d'où ça vient exactement, si ce n'est peut-être comme ce truc, l'instinct hyper primitif et que tu peux avoir quand t'es gamin, et aller gratter dans la terre et tomber sur des insectes et être complètement fasciné par tout ça. Et en fait, c'est assez drôle parce que j'ai pas d'enfants, je compte pas spécialement en avoir. Ma sœur, par contre, a 2 enfants. Et donc, du coup, le plus petit est complètement fasciné par les insectes. Et du coup, il est tellement fasciné qu'il connaît tous les noms par cœur. Ah ouais, donc du coup, c'est assez chouette de pouvoir en discuter avec lui et de me dire, ouais, ceux-là, ils font ça, si ça, ils s'appellent comme ça, ils habitent à tel endroit, ils vivent de temps. Et en fait, c'est une vraie encyclopédie des insectes. Trop bien. Ouais. Et ça t'a influencé dans ton travail de tatouage? Du coup, tu t'es dit, je vais incorporer tout ça, Non, je dirais que c'est assez passé dans les deux sens, mais... je suis assez, je dirais, proche de ma famille, et du coup, on interagit beaucoup les uns avec les autres. Du coup, autant je pense que lui, il a aimé ça parce que c'est un enfant qui passe du temps dehors et il aime les insectes, mais en même temps, j'en porte aussi beaucoup sur moi. J'ai beaucoup tatoué, j'ai beaucoup d'insectes sur moi. Et je pense que ça a dû aussi un peu l'interroger, de dire genre, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ok, c'est intéressant, les coléoptères, qu'est-ce que c'est, etc. Donc c'est un échange en fait. Ok, ouais. Je te connais également un attrait pour tout ce qui est objets religieux. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Eh ben pareil, pour moi c'est lié aussi à tous les voyages que j'ai pu faire avec mes parents. C'est des gens qui ouais, effectivement, ont toujours énormément voyagé. Donc forcément, quand on voyage, on va sur des lieux de culte plus ou moins différents. Mais comme on est beaucoup resté quand même en Europe, on a fait beaucoup d'églises. Donc disons que... Donc mes parents sont athées, hein. Je suis athée aussi. Mais en fait, très tôt, j'ai eu cette fascination pour tout ce qui est art religieux, parce qu'en fait, on allait voir des églises comme on va dans des musées, en fait. Donc, de voir toute cette peinture religieuse, toutes ces représentations religieuses, je pense que c'est quelque chose qui m'a profondément marquée. Et puis, du coup, justement, reléguer ça au rang d'art, et pas comme vu par le prisme de la religion. Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est ça qui me marque. Est-ce que tu peux considérer ça comme une source d'inspiration, du coup? Ouais, complètement. Dans les compositions, la manière de traiter les choses, oui, complètement. Je pense que ça a beaucoup influencé mon travail. Et t'en es où de ta collection?
Je sais que tu commences à être bien fourni. Je dirais que j'en ai jamais assez, mais que par contre mes murs commencent à être pas mal pleins. J'ai pu voir ça, ouais. Euh, Tu nous disais tout à l'heure que tu es arrivé récemment dans la région, Ouais. que tu es devenu indépendant en fait, hein, que tu voyages beaucoup Ouais. de salon en salon. Tu as suivi un parcours sud-nord assez atypique, plutôt rare. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la région? Je pense que c'est aussi mes voyages. Je pense que j'ai passé pas mal de temps à aller en Angleterre notamment. Et alors, ok, il y a quand même la Manche qui nous sépare. Mais je pense que très clairement, il y a un lien que je fais entre les deux, que ce soit au niveau architectural, au niveau du temps aussi. J'ai passé pas mal de temps aussi à aller en Belgique, à Bruxelles. Enfin, il y a des liens qui se créent en Hmm. fait. Et je saurais pas forcément dire exactement pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'attire ici. Ok. Ouais. On est loin du soleil, mais... Ouais. On a dû te le dire ça. T'es Ouais. fou, Ah oui, oui. tu vas dans le nord, il pleut tout le temps. Enfin, C'est ça, mais ouais, je pourrais pas exactement dire qu'est-ce qui me plaît ici, mais je me sens bien ici. bah trop bien, ça fait plaisir. Ouais. Et tu disais que tu es dorénavant indépendant, mais tu t'es rapproché d'un salon sur Ouais. l'île, un salon privé, Ouais. qui s'appelle Thierry Papon. Ouais. On peut t'y retrouver régulièrement en fait quand tu n'es Ouais, pas à en mi-temps. guest sur l'externum maintenant, enfin Mhm. sur l'extérieur, pardon. Tu es ici à mi-temps. J'ai le sentiment que c'est un salon qui est pas super connu en fait dans la région lilloise. Est-ce que tu peux nous en parler et nous parler de sa philosophie, s'il te plaît? Ça serait un petit peu... Alors, c'est un shop qui existe depuis 4 ans. Moi, c'est le premier shop où j'ai fait un guest de ma vie. Ok, ouais. Voilà. À l'époque, c'était une autre personne qui bossait là-bas, qui bossait là-bas toute seule en tant que tatoueuse. Il y avait aussi une personne qui faisait du piercing. Et puis ça a changé. Finalement, cette personne a lâché son local pour le laisser à son apprenti qui finalement a bossé avec 2 autres personnes. Puis cette personne est partie aussi. Donc du coup, maintenant, il reste 2 personnes, donc Hortiflamme et Picalelli, qui sont mes collègues, avec qui je bosse donc du coup à mi-temps. C'est le seul shop que je connaisse et où je travaille où il n'y a que des femmes. Voilà. Et du coup, ça se passe super bien. Elles sont adorables, elles sont hyper gentilles, elles sont hyper bienveillantes. Après, en termes de style graphique, on est sur des choses qui vont être plutôt sur de la pop culture. Ce qui du coup est très très loin de mon propre univers, Hmm. mais en fait du coup ça reste assez complémentaire finalement. Ah, ouais, carrément. Et puis humainement il y a un bon feeling et c'est chouette, donc je me sens bien là-bas. Oh, trop bien. À côté de ça, tu es attaché au voyage. Tu Mm. continues à travailler, à voyager dans divers salons en France. Ouais. Euh, Ça a l'air important pour toi. Est-ce qu'il y a une philosophie du tatoueur nomade? Qu'est-ce qui est cher à Historiquement, tes yeux justement par rapport à ça? historiquement en fait, déjà le tatouage c'est quelque chose de nomade. Déjà parce qu'avant il n'y avait pas de salon, donc en fait les gens tatouaient où ils pouvaient en fait. Et du coup, c'est vrai qu'historiquement, il y a quand même un lien entre le voyage et le tatouage, puisque déjà, le tatouage en soi, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, puisque en tout cas en France, on n'en avait pas traditionnellement. Hmm. C'est des choses qui sont venues un petit peu plus tard. Après, vis-à-vis de ma philosophie, vis-à-vis du tatou, euh, en fait, je pense que au-delà du lien avec le tatou, voilà, une fois de plus, j'ai eu cette chance de pouvoir beaucoup voyager étant enfant. Pour moi, c'est inconcevable de rester toujours le cul vissé au même endroit. Hmm. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin de bouger. Pour l'instant, pour des raisons de facilité aussi, je suis toujours restée en France ou dans les pays francophones. Donc un petit peu en Belgique, un petit peu en Suisse, mais en fait quasiment tout le temps en France. Ça me permet de pouvoir bouger, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir voir aussi un petit peu comment on travaille ailleurs, au niveau technique, au niveau des différents types de machines. Ça permet aussi de créer un réseau en fait, ce qui est hyper important. Ouais, De comme dans la pouvoir... musique en fait. Ouais, 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 ouais. complètement.
Et puis, ça me permet aussi de rencontrer différentes personnes. Par exemple, à Lille, moi, la première fois que j'ai fait un gaz, je connaissais personne. Personne de chez personne. Et en fait, un de mes meilleurs potes sur Lyon m'a dit ouais, si tu sais pas trop où crécher, j'ai une amie qui vit sur l'île, si tu veux je te mets en contact avec elle et puis tu verras si jamais vous entendez bien, il y a peut-être moyen que tu dormes chez elle, elle y vit avec son mec, etc. Vous verrez. C'est quelqu'un qui fait de la musique, qui a l'habitude d'accueillir des gens chez eux, du coup peut-être qu'il y a moyen que ça le fasse. Et du coup, ça l'a complètement fait. C'est comme ça que j'ai rencontré Ophélie, c'est comme ça que j'ai rencontré les Ripoll. Et puis, du coup, c'est comme ça aussi que je suis un peu tombée amoureux de la région et que je me suis dit, waouh, en fait, il se passe plein de trucs ici, il y a plein de concerts, il y a plein de gens chouettes. J'ai envie de venir. À l'époque où il y en avait encore. C'est ça. Du coup, on sent que tu as une soif t'es curieux, t'es attaché à l'aspect humain, en fait, aux rencontres et à l'échange. Est-ce que tu t'intéresses aussi à l'art du tatouage dans les civilisations autres que celles d'Occident? Bien sûr. On serait vraiment intéressé de savoir un petit peu ce qui a retenu ton attention dans les différents styles, les significations, les liens entre tatouages, les symboliques utilisées, les techniques, quels sont un peu les... Déjà, comme je l'expliquais un peu plus tôt, moi j'ai eu aussi accès au tatouage par le prisme d'autres cultures, puisque du coup j'ai aussi appris le tatouage par le biais de quelqu'un qui venait de Polynésie française. Du coup déjà c'était assez intéressant de discuter avec cette personne des différentes symboliques et surtout de voir que en fait c'est assez dramatique, mais en fait c'est un art qui a été complètement interdit, qui a été en fait extrêmement interdit violemment, puisqu'en fait toutes les personnes qui pratiquaient le tatouage en Polynésie française à un moment déjà ont eu l'interdiction de tatouer. Ensuite, il y a eu des cas de massacre, il y a eu des choses absolument atroces qui se sont passées vis-à-vis de ça. Du coup, en France, il y a quand même des endroits où en fait des Européens exhibaient des têtes coupées sur leur cheminée. Qui étaient tatoués, des gens de Polynésie, quoi. Donc, c'est des trucs qui sont absolument ignobles. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que du coup, ça a été tellement systématiquement interdit que pendant une période, complètement, tout le monde avait arrêté de le faire, c'était complètement disparu. Et en fait, quand ça s'est un petit peu adouci et que les personnes ont pu de nouveau reprendre un petit peu l'art du tatouage, les seuls restes qu'il y avait, c'était des anthropologues européens qui avaient noté en fait les significations des tatouages, les motifs, etc. Après, tout ce qui était lié aux motifs, ça c'est resté vivant à travers l'art, donc que ça soit à travers l'artisanat, etc. Donc les motifs existaient encore, mais on avait perdu en fait un savoir-faire, des techniques, et donc il a fallu en fait réapprendre un petit peu tout ça. Du coup, c'est un petit peu particulier. Tu parles technique, justement, en Polynésie, c'est plus des tatouages traditionnels oui, mais pas que. au marteau. Je sais pas si on appelle ça comme ça, je sais pas. Alors non, mais... moi, mes premiers tatouages ont été faits par un Polynésien, justement. Et lui, il y avait des tatouages qui avaient été faits avec une technique où tu viens taper sur les aiguilles directement et tout. Ouais, complètement. Donc, effectivement, il y a eu aussi un regain d'intérêt pour ces techniques-là. Après, en fait, il existe plein de techniques différentes pour tatouer, qui sont autres qu'utiliser une machine. On peut faire ça au on-poke directement, donc en fait, tatouer sans machine, juste avec des aiguilles. Nos aînés, je parle de mon père, tous ces tatouages, il les a fait avec des potes en scotchant des aiguilles avec de l'encre, et puis voilà, c'était... Voilà, donc t'as cette technique-là, t'as le fait d'utiliser la technique japonaise, où du coup, en fait, c'est aussi des rangées d'aiguilles, mais on vient les fixer sur une espèce de grande tige en métal, et on vient taper dessus. J'ai déjà vu ça, c'est un petit peu l'équivalent, du coup, qu'on utilise effectivement en Polynésie, sauf que là, du coup...
Souvent, les aiguilles, c'est plutôt des peignes, et du coup, c'est des choses qui sont alors taillées soit dans de l'os, je crois, ou enfin, c'est différentes matières, mais après, la technique est un petit peu similaire. Après, t'as tous les tatouages nordiques, où du coup, là, on vient utiliser une aiguille avec un fil qu'on vient tremper dans l'encre, et on passe, en fait, ça sous la peau. Ok, et donc, ouais. en fait, ça va laisser une traînée de pigments Ok, sous la ouais. peau. Donc en fait, il y a plein de manières différentes de marquer le corps. Et puis là, on parle juste du tatouage, mais après, on va aussi avoir tout ce qui va être modification corporelle. Donc le branding, par exemple, donc le fait de brûler la peau. On peut inciser la peau de manière plus ou moins profonde pour créer des Ouais, scarifications. scarification, ouais. Et le but étant du coup de créer des surcicatrisations pour avoir du volume. Du relief, ouais. Voilà, ou alors on peut aussi inciser la peau et ajouter du pigment dedans pour avoir à la fois du volume et de la couleur. Enfin, il y a plein de possibilités, c'est hyper vaste. Et du coup, toi, tu utilises et tu as été formé à l'utilisation des machines modernes qu'on appelle, Ouais. rappelle-moi, dermographes. Dermographe, oui, ouais. J'étais bon. Est-ce que ça t'intéresserait dans le futur de te former à des techniques différentes Bah déjà, je pratique un petit peu de handpoke, donc le fait d'utiliser seulement une aiguille et pas de machine. Moi, je le fais uniquement pour certaines zones du corps ou pour certains motifs hyper simples. Ça a selon moi son utilité technique parce que du coup, ça permet d'avoir des fois des choses un petit peu plus fines ou un petit peu plus douces qui sont un peu moins intrusifs au niveau de la peau. Moi, après, je le maîtrise très peu comparé à des personnes qui font vraiment ça toute l'année. Il y a vraiment des tatoueurs ou tatoueuses qui font du handpoke tout le temps. Ouais. Donc c'est vraiment une technique à part entière. Personnellement, j'ai pas spécialement cette envie ou ce besoin d'aller apprendre d'autres techniques dans le sens où je trouve qu'il y a déjà tellement de choses qu'on peut faire avec une machine à tatouer et c'est déjà tout un art entre guillemets de le maîtriser à peu près. En sachant qu'en plus, entre si tu travailles avec une machine traditionnelle, avec des bobines, ou si tu travailles avec une machine rotative avec... Ah ouais, donc il y a encore des différences, même Oui. dans les machines modernes. Ouais, on va dire qu'il y a deux grandes familles du coup. Ok, ouais. Tu vas avoir les traditionnelles, donc les coils, avec des machines qui fonctionnent avec des bobines, et puis tu vas avoir les machines rotatives qui fonctionnent avec un moteur. Ok. Voilà. Et toi, tu préfères utiliser quoi du coup? Mais je préfère quand même les traditionnelles. Ouais, Ouais. ok. J'ai quand même quelques rotatives pour faire certaines choses parce que ça a son utilité aussi. Pour moi, je pense que c'est un peu bad dans un clivage Enfin, je trouve c'est un peu dommage en fait de dire il faut absolument faire ci, absolument faire ça. Je pense que chaque machine a en fait son intérêt, tout dépend de ce que tu veux en faire. Et est-ce que tu as un côté geek justement par rapport à ça, au niveau du matériel Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout, dans le sens où il y a des gens qui maîtrisent hyper bien le réglage de machine, qui sont capables de tout démonter, remonter. Il y a Anto là dans la région, sur l'île, il y a Entonnoir. Ouais, qui est là bien. Je dois le voir vendredi justement, parce que du coup j'ai une vieille Mickey Sharp, c'était ma première machine, et du coup j'aimerais bien la transformer. Donc à la base c'était une liner et j'aimerais bien la transformer en shader, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais moi j'ai suivi une formation rapidement un moment pour justement apprendre un petit peu la base, parce que en fait c'est assez triste, mais j'ai beau avoir beaucoup voyagé, beaucoup rencontré de personnes, en fait c'est assez rare les gens qui maîtrisent hyper bien les réglages de machine. Ouais. En fait la plupart du temps les gens qui le maîtrisent hyper bien c'est aussi des gens qui en fabriquent. Voilà. Parce que y a un peu ce côté geek, comme tu dis, de savoir exactement comment ça fonctionne. Mais je pense que c'est vraiment dommage parce qu'en fait, en soi, les machines traditionnelles, c'est un fonctionnement qui est quand même pas en soi hyper compliqué quand tu vois comment ça fonctionne. Et après, c'est plein de subtilités, on est d'accord. Ah, c'est ça reste de la précision quand même, quoi. Oui, au niveau des réglages. Selon les voltages, selon tout ça. Enfin, je sais que. Non, c'est subtil, mais après, le fonctionnement, il est quand même assez basique. Ouais. Après, toujours est-il qu'il faut quand même t'y connaître un minimum et que, au début, t'es un peu en mode « Waouh, qu'est-ce que je fais ?» mais parce que si j'enlève la pièce là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je comprends pas pourquoi, là, quand je réessaye, ma machine, elle crache de l'encre, ou alors, elle marche pas, ou alors... Enfin, voilà. Il y a plein de subtilités, et c'est vrai qu'au début, t'es complètement paumé. Et il y a personne pour te prendre la main et te dire « mais moi, je pense que c'est ça !» Ou alors, en fait, les personnes, elles te disent ça, mais en fait, elles y connaissent pas plus que ça, puisque en fait, il n'y a pas de bouquin. Enfin,
il y a très peu de choses au niveau écrit, c'est beaucoup de la transmission orale, sauf que c'est un milieu où même encore maintenant, on n'est pas du tout dans la transmission en fait. On est vraiment dans le truc du faut tout garder pour soi. Chacun conserve son petit truc. Puis du coup, j'ai pas envie de le dire, les autres je les emmerde. Si moi j'ai réussi à en arriver là, c'est parce que j'en ai chié, donc les autres il faut qu'ils en chient aussi. Il y a vachement ce truc là, aussi dans le vis-à-vis de la transmission et de l'apprentissage. Du coup, c'est hyper dommage, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu à gérer des fails, des problèmes matériels en pleine séance? Alors, tellement plein. Franchement, je pense que j'ai eu tellement d'épiques fails de matos dans ma vie, des trucs tellement incroyables. Alors justement, cette semaine, pour la première fois de ma vie, j'ai eu une panne de courant dans le shop dans lequel j'étais. Panne de courant qui très clairement était compliquée à réparer en pleine séance de tatou. Ah ouais. Ah, ça peut être gênant, ouais. Ah bah, je te raconte pas la merde. Donc du coup, t'as la personne que t'es en train de tatouer qui te regarde en mode c'est la merde. Ouais, c'est vrai, c'est la merde. Bon, bah voilà, donc très clairement, j'ai dû finir la séance chez moi. Hein. Ça va bien, moi, t'as trouvé une solution, ouais. Ouais, bah après, on a fait comme on a pu, quoi. Mais pas le choix, j'ai envie de dire. Parce que du coup, t'as la personne qui est là avec tout le carbone qui peut se barrer d'un moment à un autre. Et donc, il faut impérativement que tu termines ta séance. Donc ça, c'était pas mal. Sinon, dans les histoires pas mal drôles, j'étais sur une convention tatou. Une convention qui s'appelle la Girls Inc., qui du coup est en périphérie de Paris. À l'origine, je trouvais le projet assez louable. C'était le fait de faire une convention avec que des personnes assignées femmes, donc tatoueuses. Et du coup, je tatouais là-bas, j'ai fait 2 ou 3 fois, je l'ai fait cette convention. Bref, après, il s'avérait que c'était des gens quand même plutôt pas terribles et un petit peu sexy sur les bords, mais de base, ça partait quand même plutôt bien. Et bref, rien à voir avec tout ça, mais donc je crois que c'est la 2e fois ou 3e fois que j'y allais, et du coup, je tatouais avec ma machine traditionnelle, la coil, et puis en fait, je pète un ressort. Ça arrive. C'est pas grave, hein, c'est juste un petit bout de métal qu'il faut changer, sauf que moi j'étais en pleine séance tatou, je me dis merde, c'est pas grave, ça tombe bien, je suis en convention, il y a des gens qui vendent du matériel, super, j'y vais, et donc je vais sur tous les stands de vendeurs de matos, pas un seul qui vendait des ressorts. Pourquoi ? Parce que du coup maintenant quasiment tout le monde bosse avec des rotatives. Et donc, du coup, il n'y a plus de pièces détachées, tu vois. Ou alors, il faut les commander, etc. Et donc, moi, j'ai dû me démerder avec... j'avais pris d'autres machines, mais celle que j'utilisais vraiment, morte. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, sur une convention de tatou, de ne pas réussir à trouver le matos, c'est la pièce l'enfer. qu'il faut. Ouais, non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et en même temps, sur la convention, a priori, j'étais la seule personne à utiliser encore une traditionnelle. Ok, voilà. Ok. Et tu parles de convention, je vais faire une petite parenthèse par rapport à l'actualité. T'as entendu parler de ce qui est sorti récemment, là, une étude par rapport aux ondes de tatouage, en particulier certaines marques de couleurs qui seraient probablement cancérigènes, etc. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses Alors, je suis assez partagée, on va dire, parce que... comment dire Alors déjà, en fonction de comment tu as les informations, tu vas avoir des discours plus ou moins alarmants. C'est-à-dire que t'en as qui vont vraiment avoir un discours qui vont te dire genre c'est l'enfer, c'est hyper dangereux, on sait pas ce que c'est, etc. Tu vas avoir d'autres qui vont avoir un discours beaucoup plus rassurant, qui vont dire oui, mais c'est limité vraiment à certains pigments de certaines marques, du coup ça touche pas forcément toutes les marques, etc. Moi j'ai envie de dire, en fait, tout simplement, vivre c'est dangereux. Voilà. En fait, on vit dans un monde industrialisé où en fait absolument tout ce qu'on touche, tout ce qu'on bouffe, tout ce qu'on respire est dangereux. Donc, en fait, oui, moi je préférais qu'on puisse bosser dans des conditions les plus safe possibles, c'est le but. En sachant que déjà, je peux comprendre le flip que peuvent ressentir les gens vis-à-vis de tout ça, en sachant qu'on est nous-mêmes tatoués, on est les premiers concernés, d'ailleurs on est quasiment
plus tatouer. Donc, s'il y a des saloperies dans l'encre, on est les premiers concernés, en fait. Et on l'est aussi par souci, en fait, à ce que les gens vivent le mieux possible, on va dire, leur tatou. Et donc, le but étant qu'ils ne sont pas malades vis-à-vis des actes qu'on leur fait. Mais après, j'ai envie de dire que c'est des choses qui nous dépassent. Parce que nous, en fait, on suit les normes européennes, on suit les normes d'hygiène. Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser un truc, c'est que nous, pendant les confinements, on ne peut pas travailler. Alors que personnellement, je tatoue 1 voire 2 personnes par jour maximum. On bosse avec des masques, on bosse entouré de produits désinfectants. Au niveau de l'hygiène, c'est vrai que vous avez des... Tu veux trouver un endroit le plus propre possible. Tu veux manger par terre, tu viens dans un salon de tatou en fait. Mais par contre, à côté de ça, on peut pas tatouer et on nous dit que en fait, ce qui est assez dingue, c'est que en France, donc l'ARS, donc la maison de la santé en France, vient faire des contrôles régulièrement chez nous pour savoir si le matériel qu'on utilise est OK. Pour savoir si on trie bien nos déchets, pour savoir si on fait bien gaffe à ne pas refiler l'hépatite C à la moitié de la population française. Et ok, c'est ok, ça fait chier, hein, mais on est ok avec ça et c'est le jeu. Par contre, ce que je trouve absolument dégueulasse, c'est qu'il y a plein d'autres institutions, notamment au niveau du piercing, dont tu vois des grandes anciennes comme Claire's par exemple, ou même plein d'autres bijoutiers à la con qui percent à tire-larigot, notamment des jeunes enfants, dans des conditions d'hygiène de merde. Eux, ils n'ont aucun contrôle et ça pose des problèmes à personne. Ah ouais, il y a une différence qui est faite comme ça selon bien sûr. Ah, je savais pas. C'est hyper discriminant et par rapport à ça aussi, un truc que je trouve absolument dégradant, c'est le don du sang en France. Donc le don du sang, où déjà, au niveau de toutes les personnes LGBT qui sont discriminées, où on leur dit, non, en fait, t'es gay, donc en fait, on va pas prendre ton sang. Mais tu es tatoué et percé depuis moins de 3 mois. Ça non plus, du coup, c'est pas possible. Donc en fait, tu sous-entends que nous, on est des vieux sales. Et que du coup, on en a rien à foutre des règles d'hygiène et du fait que, oui, bien sûr, on adore rendre les gens malades, tu vois. C'est... Grande passion. C'est ça. Non, franchement, c'est... c'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant, c'est vraiment, vraiment chiant. Donc, vis-à-vis des encres, écoute, on verra bien ce qui va sortir de tout ça. Après, effectivement, ça reste assez chiant, assez alarmant. Après, les encres qui sont sur le marché, on les utilise depuis quand même longtemps. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que tout est beau et merveilleux, mais en fait, pour l'instant... faut quand même nous prouver le contraire et puis surtout nous proposer des alternatives parce que nous on n'est pas du tout contre le fait qu'on nous dise que tel ou tel pigment sont pas ouf, mais en fait dans ce cas-là il faut que les fabricants ils en sortent d'autres et il faut surtout aussi que derrière ils passent les tests parce que passer les tests et agrémenter en Europe et en France ça coûte de l'argent en fait aux fabricants d'encre, donc il faut aussi qu'ils le fassent, tu vois. Ça roule, merci à toi. On va revenir sur ton travail. T'as une façon particulière de présenter tes flashs ou ton travail. Tu le fais sur des photos anciennes. Ça, on mettra tous les liens justement dans la description de la vidéo. Comment ça t'est venu ça de travailler comme ça de présenter ton travail sur des photos anciennes? Alors, du coup, je suis pas la seule personne à fonctionner comme ça. Il y a aussi ma collègue Jodie qui fait ça. Et je pense que la première personne à l'avoir proposé et mis en place... c'est une amie, Tartatin. Donc, on parlait justement de ça il y a des années, et du coup, elle en avait parlé, je crois, pour Yanonyme, si je dis pas de bêtises, et lui avait soufflé l'idée, ou même carrément fait les compos, si je dis pas de bêtises, je sais plus, c'était il y a très longtemps. Mais du coup, je trouvais l'idée absolument hyper chouette, et du coup, par la suite, moi-même, j'ai piqué l'idée, j'avoue. Mais du coup, Tartatin, merci. Et tu parles de Yanonyme, tu le connais aussi? Non, par contre, ça fait des années que je l'oriente sur son travail et je pense que j'aimerais vraiment une pièce de lui. C'est un truc de fou. Hein. Tu me disais hors caméra que le monde du tatouage, l'univers du tatouage avait été également ta porte d'entrée vers le monde LGBT, LGBT+. Tu veux qu'on en parle un petit peu? Ouais, carrément. Moi, du coup, quand j'ai commencé à bosser chez Marquis, à l'origine, donc le shop lui appartenait, mais en même temps, il appartenait aussi à moitié à Elsa, du coup, donc, qui était une personne avec qui il a monté ce projet de tattoo shop.
Et du coup, donc c'était une meuf Gwyn. Donc du coup, moi j'ai eu cette chance de pouvoir rentrer dans ce milieu-là aussi par le prisme aussi de toutes les personnes qui tournaient autour de ce shop-là. Et puis par la suite d'aller dans des lieux LGBT, des bars, de rencontrer absolument plein de gens. Et en fait, je pense que on va dire que ça a été un peu une porte d'entrée pour moi, mais c'était déjà des choses qui étaient présentes avant, puisqu'en fait, j'avais déjà autour de moi plein de potes du milieu LGBT, mais vraiment, je pense que ça a été aussi un moment marquant dans ma vie. Ouais. Surtout vis-à-vis de la transidentité, parce que autant avant, c'était des questions qui pouvaient vaguement m'effleurer, mais j'ai pas grandi dans un milieu où j'ai pu être entourée de personnes LGBT. Donc c'était quelque chose dont j'avais conscience. C'était quelque chose qui était a priori ok pour ma famille, mais par contre j'avais pas de modèle, j'avais pas de schéma en fait. Et du coup j'avais pas non plus de référents. Donc c'est vrai que du coup c'était des choses qui m'interrogeaient ou qui me parlaient, mais en fait qui étaient assez floues pour moi. Et je pense que ça s'est vraiment débloqué à ce moment-là de ma vie, en sachant que déjà, quand j'ai fait mon diplôme des métiers d'art en broderie, j'ai axé en fait tout mon travail de dernière année sur l'identité de genre chez les enfants. Ok. Par le prisme de la broderie. Voilà. Ok. C'est une chose dont on a déjà eu l'occasion de parler, on se connaît aussi un petit peu, hein, donc on a déjà eu l'occasion d'en parler. Comment se sont passés pour toi les différents coming out que tu as fait du coup C'est des choses qui sont quand même relativement récentes dans ma vie, puisque du coup, c'est des choses qui effectivement ont toujours plus ou moins existé dans ma tête, mais je suis restée dans le placard très longtemps. Ouais. Je pense que je suis restée très longtemps dans le placard parce que j'avais très peur en fait de comment ça pouvait se passer et surtout comment ça pouvait être perçu. Je pense que avec le recul, c'est la lecture que j'en ai maintenant, mais je pense que si j'ai attendu aussi longtemps, c'est parce que j'avais besoin aussi de me sentir safe dans ma vie pour pouvoir le faire. Vis-à-vis aussi de mon travail, parce que en fait, même s'il y a de plus en plus de shops queer qui se montent et qui tiennent, ça reste quand même un milieu qui peut être misogyne, LGBT plus phobe et qui est dur en fait. Du coup, je pense que j'ai eu besoin aussi de faire un peu mes preuves, de me sentir bien stable et bien dans mes pompes avant de pouvoir juste dire ok, je crois que je suis pas hétéro et je crois qu'en fait je suis pas une femme et puis je crois que je suis polyamoureux. Donc ouais, ça a mis un petit moment avant de sortir. Et du coup, depuis, même si ça n'a pas forcément été excessivement simple, parce que je pense que c'est simple pour personne de sortir du placard, ça a été quand même une sacrée libération pour moi. Et maintenant, je pense que j'arrive à un stade de ma vie où justement, je suis hyper contente d'avoir eu la force de le faire. Et je suis aussi hyper contente d'avoir des retours positifs, dans le sens où, effectivement, ça reste hyper personnel et tu le fais très clairement pas pour les autres, tu le fais pour toi. Bien sûr. Mais d'avoir des gens qui respectent mes pronoms, d'avoir des gens qui n'ont pas un discours jugeant, même des gens de ma famille. Je pense que quand j'ai fait mon coming out polyamoureux à ma grand-mère qui a 93 ans, ça a été absolument incroyable parce que sa première réaction, ça a été de dire « Ah ok, donc tu relationnes avec un garçon et une fille en même temps ?» Ah ok, ils sont au courant. Ah ok, bon, très bien. Bon, au pire, s'ils sont pas contents, c'est comme ça. Hein. Et voilà. Et en fait, c'était complètement ok. Oh, trop bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui se sont trouvées dans la même situation que toi, jeunes ou pas, hein, qui ont un peu peur, qui se posent des questions. Est-ce que ça s'est développé justement des assos d'accompagnement ou vers quel endroit on peut se diriger quand on a besoin de conseils ou d'être accompagné là-dedans en fait Alors, je pense que très clairement, un truc auquel moi j'avais accès quand j'étais ado, mais qui en fait était dirigé vers d'autres choses et qui a quand même permis à l'heure actuelle de sauver la vie de plein de gens, et c'est pas ironique, c'est de sauver des vies, c'est Internet, très clairement.
parce que en fait ça permet de créer des communautés, ça permet aussi énormément de sensibilisation. Donc De que briser ça soit l'isolement, ouais voilà déjà donc briser effectivement l'isolement, d'avoir un accompagnement, de pouvoir avoir énormément de documentation. Et en fait ce qui est je trouve pour moi hyper chouette pour les générations actuelles d'ados ou pré-ados, c'est d'avoir accès en partie en fait à tout ça et de pouvoir se dire genre oh, ok donc en fait je peux être une personne trans et genre avoir un boulot stable, pouvoir avoir une place dans la société, pouvoir aussi avoir des gens qui m'aiment, qui me reconnaissent en tant que telle, qui me mégenrent pas, enfin en fait et c'est ok. Et en fait je pense que ça c'est des trucs, enfin ça n'existait pas en fait avant. Ça n'existait pas et je pense même encore maintenant, il y a énormément de choses à faire au niveau des modes de représentation. Je pense que même si en fait pour beaucoup de gens ça paraît un peu... comment dire, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, je pense, actuellement dans ce milieu-là, parce que, en fait, dès que tu en parles un petit peu autour de toi, il y a plein de gens qui disent, voyez, je trouve que déjà le milieu LGBT, il a beaucoup de place, vous parlez beaucoup, on en parle beaucoup, est-ce que du coup, vous en faites pas un peu trop ? Et du coup, t'es en mode, bah, en fait, peut-être qu'à ton échelle, ça te paraît être beaucoup. Moi, en tout cas, quand j'étais gamin, des personnes trans qui pouvaient parler ouvertement de ce qu'elles vivaient, en fait, ça n'existait pas. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, je pense qu'on va prendre la place qui est la nôtre. Et on continuera de la prendre jusqu'à ce que, en fait, ça soit ok et normal. Et puis, en fait, ça me fait bien doucement marrer, en fait, qu'on nous dise des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est en mode, bah ouais, mais en fait, la PMA en France, toujours pas. Et là, on parle que des personnes qui possèdent un utérus, et même pas, parce qu'en fait, les personnes trans sont exclues de la PMA, de la loi actuelle, qui voudraient passer, qui n'est toujours pas passée. Et on parle juste d'avoir une vie normale, puisque là, on parle de reproduction et d'avoir une famille, en fait. Donc, non, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à faire et à vivre, mais... Quand on voit les réactions que ça suscite, les mouvements qui se sont créés contre ça, et puis, tout mais il y a quand même, justement, il y a quand même une réaction face à ça. Quand je vois par exemple la manifestation qu'il y a eu sur Lille, pour la manif pour tous, qu'il y avait plus de contre-manifestants que manifestants pour la manif pour tous à Lille, moi ça m'a fait plaisir. Personnellement, j'ai trouvé ça... Oui, et puis je pense que les paroles se libèrent. Après, ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'en France, on a vraiment un côté ultra... j'aurais du mal vraiment à trouver le bon terme, mais en fait, en France, il y a ce côté du... tout ce qui est privé, on le garde dans la sphère privée. Donc en fait, pour beaucoup de gens, son orientation sexuelle, c'est de l'ordre privé, donc on va pas en parler. Donc il y a plein de gens qui pourraient, en fait, de par, en fait, leur visibilité, notamment plein d'artistes, que ça soit des acteurs, actrices, tout ce que tu veux, en fait, tous des gens, en fait, qui ont la visibilité, qui ne font pas leur coming out, parce que, en fait, en France, on ne parle pas de ça. Enfin, on parle pas de ça, on est quand même dans une société qui est... hyper sexualisée, mais hétéronormée uniquement en fait. Oui, et puis en fait c'est toujours intéressant de voir que quand tu tapes le mot lesbienne sur internet, tu tombes sur du porno. Ouais. Tu tombes pas en fait sur des assos ou sur qu'est-ce que c'est en fait. Non mais c'est ça, et c'est terrible en fait. Parce que du coup, finalement, ok, internet ça permet en fait aux communautés de se créer, à créer de l'échange, mais ça a aussi des dérives, puisqu'en fait, on en arrive au stade où, en fait, même nos sexualités, en fait, deviennent hétéronormées. Ouais. C'est ça qui est terrible. Catégorisé, ouais. Du coup, tu me donneras peut-être ça en off, on mettra dans la description si tu as des pages à conseiller aux personnes qui seraient qui auraient besoin de conseils, de soutien, de conseils. Je donnerai toute une liste. Qu'on fasse ça, ouais, carrément vis-à-vis des transidentités. Donc après, ou même du mouvement LGBT+, de manière globale. Après, il y a à la fois des choses qui peuvent être hyper sérieuses, justement, qui vont être à la fois sur la transmission, sur l'accompagnement, sur l'éducation, vis-à-vis des termes utilisés. Tu vas avoir aussi des choses qui vont être vraiment axées sur le culturel, c'est-à-dire que tu as des gens, par exemple, qui listent en ce moment toutes des séries ou des films qui traitent du mouvement LGBT+. Tu vas avoir des photographes, des artistes, et tu vas avoir aussi des gens qui font que des mèmes autour de ça, qui sont à la fois hyper drôles et en même temps hyper... ça fait du bien, en fait, de pouvoir se lâcher un peu et dire ok, nous aussi, on peut se foutre de votre gueule, en fait. Ah, tu m'as invité à pas mal
Tu m'as fait découvrir pas mal de pages comme ça et c'est vrai elles sont bien cool, quoi. On mettra tout ça. Euh, on en discute depuis tout à l'heure. Tu es engagé hein, donc, dans la lutte contre le patriarcat de façon générale, pour le féminisme. Euh, quelle vision as-tu par rapport à ces combats dans la société dans laquelle on vit? Leur place, on en parle un petit peu par rapport à leur place dans les médias, etc. Mais où on en est? Je dirais que... Alors, déjà, c'est hyper intéressant et important pour moi de regarder les choses sur le long terme et regarder ce qui s'est passé auparavant. Moi, comme j'expliquais, j'ai la chance d'être relativement proche de ma famille, je suis assez proche de ma grand-mère, du coup, je peux déjà voir par le biais de son vécu comment ça se passait à sa période, comment ça s'est passé pour ma mère, comment ça se passe pour moi. Comment ça s'est passé pour mon arrière-grand-mère aussi, et en fait de voir toutes ces générations-là, et de voir aussi toutes les évolutions. Et je pense que j'ai la chance d'avoir été élevée, selon moi, dans une sorte de cocon un peu plutôt matriarcal en fait. Déjà en sachant que dans ma famille très proche, c'est-à-dire ma soeur, ma mère et mon père, il y a une majorité de personnes assignées femmes. Ça change rien au fait qu'il y a toujours quand même des choses assez lourdes, tu vois, au niveau de la charge mentale par exemple. Donc je vois que même si ma mère est hyper engagée, je pense, sur certaines questions, en tout cas c'est ce qu'elle m'a transmise, c'est quelqu'un qui a bossé dans un service en gynécologie toute sa vie en tant qu'infirmière. C'est le boulot de ma soeur aussi, donc du coup c'est des gens qui sont vachement dans le care, donc qui sont là aussi pour prendre soin des gens, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très très axé autour de, on va dire, de la vision de la femme, prendre soin des autres. Mais à quel moment on prend soin de nous? C'est le problème des soignants. Exactement. Exactement, et vis-à-vis de toutes ces questions-là, en fait c'est intéressant de discuter de contraception. Par exemple, ma mère, c'est quelqu'un qui m'a poussée très jeune à prendre en main ma contraception seule, de pouvoir passer par le planning familial pour le faire, qui m'a vraiment poussée à aller vers ce prisme-là, ces associations-là. C'est intéressant de parler de ça avec ma grand-mère, qui, elle, n'a pas eu droit en fait, à la contraception à son époque. M'expliquer du coup elle a eu plusieurs grossesses qu'elle n'a pas forcément désirées, mais que du coup en fait finalement si j'existe c'est par ce prisme-là aussi, et du coup de parler aussi mon arrière-grand-mère du côté arménien qui était hyper féministe, hyper vénère, et en fait de voir que toutes ces générations-là se succèdent et que plus ça va et plus on va vers une libération aussi des mœurs et du fait que en fait le féminisme à un moment à mon avis il gagnera, en fait, quelque part. En tout cas, on tendra vers une équité. Et c'est ça qu'on veut. Ouais. J'espère aussi. Tu parlais un petit peu de tes origines arméniennes, justement. Donc, tu as des origines arméniennes. C'est important pour toi? C'est hyper important. C'est hyper important dans le sens où, en fait, je suis moitié arménien, moitié français. Et je pense que en fait, ça a été un petit peu compliqué pour moi à comprendre pourquoi c'était si important que ça. Parce que en fait, je parle pas arménien, que ma famille elle a depuis mon arrière-grand-mère, donc ça commence à dater. Ma grand-mère est née en France, mon grand-père est né par contre en Turquie. Et du coup, mon père, par contre, quand il était enfant, il parlait que arménien, il parlait pas français. Mais par contre, on m'a pas transmis la langue. Ok. Voilà, donc c'est moi-même qui, du coup, demande à ma famille régulièrement comment est-ce qu'on dit telle chose, etc. Mais c'est pas un truc qu'on m'a transmis. On m'a transmis peut-être plus la culture culinaire. Et en fait, c'est intéressant de voir que dans toutes les diasporas que tu peux avoir de différentes cultures, il y a quand même une transmission soit orale au niveau de la langue, soit culinaire. Et en fait, ça reste quelque chose qui est assez important. Après, c'est quand même important aussi pour moi dans le sens où c'est quelque chose qui a été tué pendant assez longtemps parce que en fait, le génocide arménien, il a 100 ans maintenant. Du coup, c'est quelque chose qui est quand même passé pas mal à la trappe parce que c'est un pays qui est très loin de la France. Après, la France a été une terre d'asile, d'accueil. Ça s'est passé par le fait que en fait, l'Arménie est un pays majoritairement chrétien. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a été accueillis en France. Mais c'est vrai que du coup, en France, il y a très peu de gens qui connaissent les origines
de ce génocide, de qu'est-ce qui s'est passé. Et puis voilà, donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est important. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi une manière pour moi d'exprimer ma non-binarité. Dans le sens où je suis ni une femme ni un homme, je suis ni complètement français ni complètement arménien, je suis pas uniquement tatoueur, je fais aussi de la broderie. Et en fait, c'est un peu comme ça pour tout, en fait. Et chacun, je pense, on est une pluralité de choses. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et j'ai découvert une chose avec toi, un terme en particulier, dont j'aimerais qu'on discute un petit peu. Ouais. C'est la misandrie. Oui. C'était un mot que je ne connaissais pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi tu te retrouves dedans en fait? Ouais, donc du coup, la misandrie, comment donner une définition simple et claire? Je pense que déjà, tu peux en avoir une qui va varier en fonction des personnes. Je pense que tout le monde ne te dira pas exactement la même chose. Du coup, techniquement, c'est l'opposé de la misogynie. Donc, théoriquement, c'est le fait de déprécier les hommes. Pourquoi est-ce que moi je me dis misandre? Parce que, bah, en fait, plein le cul. Hein, voilà, très clairement. C'est juste plus possible. Je pense que quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, pré-ado, je me disais déjà plus ou moins féministe, même si à l'époque c'était plus un gros mot que maintenant, je pense. Je pense que c'était plus difficile aussi parce que les gens parlaient moins. Je pense que tous les mouvements qui ont sorti plus récemment, comme MeToo par exemple, ont délié beaucoup la parole. Et au-delà du fait que ça a délié les paroles, c'est que ça a permis aussi aux gens de commencer à écouter, en fait. Et de se rendre compte que, bah ouais, en fait, il y a un gros problème. Il y a un très gros problème, que ça soit en France ou dans d'autres pays. Et encore, tu pourrais dire qu'effectivement, en France, on a pas mal de chance, mais en fait, pas tant que ça, puisque, tu vois, on parlait de la PMA, c'est un très bon exemple. Du fait qu'en fait on vit dans une société complètement patriarcale, puisque la PMA en fait qu'est-ce que c'est? C'est interdire en fait à des personnes assignées femmes de pouvoir faire des enfants, c'est ça? Ouais. Et en fait, en France, bah, la misogynie, elle est partout. En fait, on subit des agressions sexuelles absolument partout, que ce soit au boulot, dans la rue, au niveau familial. Et je pense qu'il y a plein de choses qui ont encore besoin d'être dites parce que, en fait, la plupart du temps, dans l'imaginaire collectif, ces oppressions, elles viennent de l'extérieur. Elles viennent dans la rue, et en fait, quand tu parles de viol, en fait, t'imagines toujours que c'est des choses en fait qui viennent de l'extérieur, sauf que non, en fait, ça vient très souvent de l'intérieur. Les agressions, ça vient souvent de l'intérieur aussi, et en fait, c'est juste plus possible, quoi. Et tu fais un parallèle avec le viol, là aussi tu vois qu'il y a un problème quand tu vois le nombre de condamnations ou le peu de 1%. crédibilité qui est donnée à la parole des victimes, etc. Il y a vraiment un gros problème par rapport à ça, quoi. Ouais. C'est 1% en France des personnes qui ont une condamnation vis-à-vis des tentatives ou des agressions sexuelles en France. Bah, d'ailleurs, tu as dû entendre parler que le créateur du MeToo Gay avait mis fin à ses jours récemment, qui avait accusé un homme politique ou un je sais plus trop qui d'agression sexuelle, de viol, et il avait été débouté, etc. Et il a mis fin à ses jours là récemment, quoi. Donc ouais, c'est dramatique. Et pour en revenir spécialement vis-à-vis de la misandrie, c'est que en fait, pendant longtemps, pour moi, c'était impensable en fait d'avoir ce genre de discours, parce que pendant hyper longtemps, j'étais très conciliant, vraiment hyper conciliant. Je trouvais des excuses à tout le monde. Je me disais non, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile non plus d'être un homme, tu comprends. Et puis, ouais, vraiment à mettre de l'eau dans mon vin, mais en fait, passer un certain stade, un certain âge, en fait, tu cherches plus à comprendre. T'en as juste plein le cul, en fait. De toujours chercher des excuses, de toujours dire amen, de toujours, en fait, faire ce qu'on attend de toi, c'est-à-dire être hyper gentil, hyper conciliant, hyper dans le care, à dire genre, bah non, pauvre chaton, c'est compliqué pour lui, tu comprends. Bon, bah du coup, tant pis, je vais prendre sur moi. Ah, mais non, en fait, c'est plus possible. Donc voilà, pour moi, la misandrie, c'est aussi dire stop, c'est arrêter de chercher des excuses, c'est être aussi tout simplement réaliste. Et justement, je trouve que le terme misandrie, en fait, il est même pas tout à fait... Enfin, je sais même pas si ça me correspond pleinement, parce qu'en fait... je haïs pas spécialement les hommes. Moi c'est ce que j'allais te dire en fait. Je voulais en venir à ça
Parce que, bah, déjà, si t'étais vraiment misandre, tu serais plus modéré qu'autre chose. Oui, puis du coup, je serais pas ici. Voilà, en fait, ouais. Et même, il y, a- il y a- euh, il y aurait pas une forme de sexisme aussi là-dedans, du coup? Chose que tu combats, en fait, à la base, vu que c'est l'opposé de la misogynie, est-ce que... euh, Bah, franchement, il y a certains moments où très clairement je vais le faire, mais pour moi ça restera du second degré dans le sens ouais. où, bah en fait, très clairement je peux faire des blagues misandres, très clairement je peux rentrer dans l'art par facilité ou juste parce que, bah en fait, une fois de plus, il y a un ras-le-bol. Mais après, il y a aussi peut-être une part quand même de misandrie qui est d'avoir quand même un jugement un petit peu préétabli vis-à-vis des hommes, dans le sens où en fait, malheureusement, j'en arrive à ce genre de choses parce que bah il y a aussi une part de survie là-dedans. C'est-à-dire que quand tu rencontres une personne assignée homme, bah en fait tu pars du principe que bah, c'est quelqu'un qui a des privilèges et qui peut s'en servir à tout moment. Donc bah c'est bête, mais en fait ça c'est ça. C'est-à-dire que bah effectivement j'ai interagi avec plein d'hommes autour de moi. Il y a plein de gens qui sont hyper bienveillants, qui sont hyper chouettes, qui sont hyper à l'écoute, à qui j'aurais absolument rien à redire. Sauf que bah, le problème des privilèges, et on en a tous, hein, moi-même hein, j'en ai un, Hmm. bah, à partir du moment où, bah, je sais pas, ce jour-là t'étais pas bien, t'es un peu mal luné, t'as un peu mal au cul, bah du coup tu vas reprendre tes privilèges, hein. Donc du coup tu vas te permettre de faire des remarques sexistes, tu vas te permettre d'avoir bah, des mots, des actes déplacés, parce que tu peux le faire. Et parce que en fait à ce moment-là t'as besoin de reprendre du pouvoir parce que toi-même tu te sens pas en avoir particulièrement, donc t'as besoin de rasseoir ta suprématie. Et Hmm. ça c'est tellement d'une facilité déconcertante que en fait tout le monde peut le faire. Et je pense que tout le monde le fait un peu à son échelle, sauf que bah en fait c'est plus possible. Ok. Donc moi je vais toujours rester en fait bah, sur un peu le qui-vive en mode en fait t'as intérêt à montrer 4 fois patte blanche et de me dire ok Ouais. je suis un mec cis blanc mais je peux aussi être autre chose et je suis d'accord avec ça. Mais en attendant quand je te connais pas je vais rester en fait sur mes a Ouais, c'est priori et ça, mon côté peut-être misandre. une sorte de méfiance peut-être au premier abord. Ouais Ah, c'est ok. ça. Ok. Donc tu disais que tu aurais plus tendance à tempérer la misandrie si c'était pas vraiment adapté, du coup, vu que t'étais plus dans une sorte de... Ouais Ouais, je pense. ouais. Parce que pour moi même si je reste un petit peu sur le qui-vive j'essaye quand même de donner une chance absolument à tout le monde, et peu importe le genre de la personne, et encore heureux en fait. Mais voilà, j'estime pas être dans un discours hyper violent Hmm. ou hyper clivant. Le but c'est pas, voilà, une fois de plus, de rester uniquement entouré de personnes LGBT+, en me disant que ça serait plus simple. Alors oui, effectivement, sur cette question, c'est plus simple, mais après, pour autant, je vis entourée de plein d'autres personnes, et heureusement, et c'est aussi par ce biais-là que je rencontre encore d'autres personnes, et Ouais. qu'en fait, on se rend compte que le monde n'est pas uniquement mauvais, hein. Mais c'est vrai que, en fait, à force de subir constamment des choses dégueulasses, bah, toi-même, t'en deviens, en fait, à montrer les dents. Ouais. T'as déjà eu l'occasion de rencontrer des vraies personnes misandres, du coup, qui étaient vraiment... Franchement, euh, non. Hmm. Par contre, on va pas se mentir, dans la communauté, on se fout pas mal de la gueule des mecs cis hétéros, hein. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, moi je dirais que c'est le retour de bâton. Hmm. Ouais. Mais en soi, je crois pas. Je crois pas avoir rencontré déjà des gens vraiment hyper misogynes. Pardon, misandres, au même titre que justement, je crois pas avoir déjà rencontré des personnes vraiment ultra misogynes. Enfin, ça existe, hein, y en a. Il y a des gens aussi qui se mentent vis-à-vis de ces questions-là, qui le sont pleinement, mais qui Qui l'assument l'assument pas. pas. Alors que je dirais que du côté de la misandrie, ça s'assume peut-être un petit peu plus, Hmm. mais après, voilà, il y a plus du second degré, parce que pareil, c'est tellement difficile d'assumer aussi le fait qu'on ait le droit de détester les hommes. Ouais. Mais ouais, en tout cas, c'est des questions qui sont intéressantes, Ouais. C'est même bien d'en si... parler, ouais, c'est bien de... Voilà, je pense pas qu'effectivement, ça soit quelque chose qui serve spécialement la cause, et en même temps c'est intéressant parce que dès qu'on parle de misandrie, tout de suite tout le monde dit ouais tu desserres la cause, du coup si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui soit
qui soit acté autour de l'égalité, il faut impérativement du coup que tout le monde soit gentil, accepte les différences chez chacun, etc. Mais en fait, moi je ne sers pas ma cause en étant misandre. Moi je sers justement ma cause en me défendant et en étant justement capable de montrer les dents quand il faut le faire. Ouais. Ça me paraît approprié. Merci d'avoir abordé ces sujets. On va passer sur une autre facette, notre corde de ton arc, parce que tu disais en début d'interview que tu avais été aussi formé à la broderie, et c'est un travail que j'ai découvert aussi chez toi, quoi. En plus, tu remportes un franc succès grâce à ça, quoi. Je veux dire, c'est un truc que j'ai l'impression que tu as développé pendant le premier confinement, étant donné que tu pouvais plus bosser, tu t'es remis à faire de la broderie. C'est à ce moment-là que tu as repris, ou tu as toujours pratiqué Du coup, ça fait 10 ans maintenant que j'ai appris à broder. Et c'est vrai que les années où j'ai appris à tatouer, donc je dirais les 3-4 premières années, j'ai vraiment été plus ou moins obligée de mettre la broderie de côté. Parce que, en fait, le tatou, ça prend beaucoup de place, beaucoup de temps. Que quand tu débutes, t'es hyper paumé, en fait, sur les aspects techniques. Et qu'en fait, ça te prend vachement de temps, vachement de travail. Tu passes énormément de temps à dessiner, tu passes vachement de temps à te remettre en question. Tu voyages beaucoup, t'es beaucoup sur la route. Donc, en fait, c'était trop, quoi. C'était trop, ça me prenait déjà toute mon énergie. Et je voulais pas... faire ça un peu en dilettante, quoi. Donc généralement quand je fais les choses, j'essaie de les faire à fond. Donc du coup j'avais vraiment mis ça de côté et du coup j'ai recommencé doucement à broder depuis à peu près 2 ans. Au début du coup c'était parce que j'avais, donc je collectionne plein de choses et j'avais dans ma collection deux anciennes prothèses oculaires et je me disais waouh, je trouve ça trop beau, ça me fascine complètement, je mets des yeux partout dans mon travail depuis des années. Mais ouais, du coup j'avais ça, je me disais waouh, c'est absolument magnifique, et puis tu sais, dès que tu les regardes un peu la lumière, tu vois tout le travail de verre qu'il y a dedans, c'est trop beau. Et je dis c'est magnifique, mais je l'ai dans un placard et je le vois jamais, ça me saoule, faut que je fasse quelque chose avec. Et puis du coup je me suis dit bon faut que je fasse de la broderie avec, faut que j'arrive à les monter en fait pour en faire une broche, et comme ça je pourrais les porter. Et c'est comme ça que j'en ai fait 1, puis 2, puis 3, puis 4. Mais je faisais ça en plus de mon boulot, donc c'était... Là pour le coup, au début je savais pas trop ce que j'allais en faire, et puis après je commençais à en avoir tellement que je me suis dit bon je vais peut-être les vendre en fait. Et c'est vraiment pendant le premier confinement que je me suis retrouvée à avoir beaucoup plus de temps pour le faire, et puis à ce moment-là j'avais un petit peu de sous de côté, et du coup je me suis acheté une grosse collection de prothèses oculaires. J'avais des dents aussi, j'avais pas mal de choses, et donc avec tout ça j'ai pu passer mon premier confinement à pas mal broder. Du coup c'est aussi quelque chose qui m'a permis de vivre un petit peu, puisque du coup j'ai pu les vendre aussi pendant le premier confinement. Ça m'a fait comme un apport financier que j'ai pu réinjecter aussi pour acheter du matériel, en sachant que je vais pas pleurer parce que ça reste quand même un boulot que je trouve super, mais en fait si je fais vraiment honnêtement, si je mets à plat toutes les heures de travail et ce que ça me rapporte, ça reste quand même assez... je bosse pas gratuitement non plus, mais en fait, au final, je gagne en fait assez peu sur ce que je fais dessus, quoi. Tu parles de la broderie, là ? Ouais. Ok, ouais. C'est un peu... Je te coupe, ça prend sûr, du coup, mais du coup, c'est vrai que c'est un truc qui est assez intéressant de noter entre le tatouage et la broderie. C'est que pour moi, les deux sont de l'artisanat. La différence, c'est qu'au niveau du tatouage, les gens, ils subissent directement les heures de travail. Donc, ils voient, en fait, ce que c'est. Ils voient pas forcément tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire toutes les heures que nous, on passe à faire de l'administratif, la compta... le dessin, la réponse de mail, le ménage, l'achat du matériel, l'entretien du matériel, l'organisation des guests quand on doit aller chercher des endroits où dormir, payer les billets de train, etc. Donc ça nous prend beaucoup de temps. C'est des choses que les gens voient pas quand on les tatoue, mais par contre ils voient et ils subissent les heures de tatou. Par contre la broderie, on voit rien. De A à Z, on ne voit rien, on voit que le produit fini. Et du coup, quand on dit aux gens, du coup, cette pièce, elle m'a pris 10 heures. J'allais te demander justement combien de temps... T'as quand même des pièces qui sont fatos, quoi, donc... Ouais. Du coup, c'est comme pour le tatou, en fonction du nombre... en fonction de la difficulté d'une pièce, on va pas y passer le même temps.
Donc du coup, je peux pas te donner vraiment de moyenne, tu vois, sur combien de temps je peux passer sur une broche. Ça peut très bien aller de 3 heures de boulot à 5, à 6, à 10, à 15, à 20. On présentera un petit peu ton travail Ouais. sur la vidéo. Et je trouve qu'il y a un lien fort entre ton univers de tatoueur, en fait, et ton univers dans la broderie. On retrouve cet aspect lié au corps. Tu parlais justement de prothèses oculaires, de dents et tout, quoi. Comment tu te fournis? Alors, pour les prothèses oculaires, tu disais, tu les achètes, mais des dents, on n'en trouve pas comme ça, quoi. Alors, les dents, je peux pas le dire, parce que j'ai pas le droit. Par contre, du coup, les prothèses, c'est des prothèses oculaires qui datent des années 40-50. Du coup, généralement, je passe souvent par des brocanteurs qui récupèrent eux-mêmes des stocks d'anciens magasins. Du coup, c'est des prothèses qui n'ont jamais été portées. Par contre, c'est des prothèses souvent qui soit ont des petits défauts ou qui n'ont pas été vendues. Okay, Du coup, en plus, c'est que des trucs qui datent post-guerre, en fait, post-seconde guerre. Parce que, moi, dans mon taf, j'ai affaire à des personnes qui ont des prothèses modernes. C'est vrai que c'est plus la même fabrication, c'est plus les mêmes trucs, quoi. Je veux dire, ça avait l'air. J'ai jamais vu une de tes broches en vrai ou une de tes prothèses oculaires, mais ça a l'air plus rustique, quoi. Tu vois, plus. Bah après, ça c'est juste des suppositions, mais du coup, j'ai jamais pu justement discuter avec un professionnel, mais je pense, au vu quand même de tous les stocks qu'on arrive à trouver encore maintenant. Je commence à me demander si en fait c'est pas en fait des yeux qui étaient préparés en avance, dans le sens où peut-être qu'ils fabriquaient pas spécialement pour une personne une prothèse adéquate, mais ils en faisaient plein, et du coup les personnes devaient peut-être choisir en fonction de la couleur de leur iris quelque chose qui s'y rapprochait au mieux, parce que en fait c'est ouf déjà de voir toutes les variations de couleurs, de textures. Il y a plein de veines, pas de veines, des veines rouges, des veines bleues, des yeux plus ou moins blancs. Il y a différentes carnations de blanc. Pour s'adapter à l'autre, du coup. Le plus possible. J'ai appris un truc sur toi. Je me suis un petit peu renseigné pour préparer l'interview. Donc, tu brodes. Tu utilises des aiguilles. Tu tatoues. Oui. Tu utilises des aiguilles. Oui. Or, apparemment, parce que j'ai appris un mot aussi du coup, tu serais bélonéphobe. À savoir que tu aurais la phobie des aiguilles. Oui, j'ai la phobie des aiguilles. Du coup, je me dis, ces activités principales tournent autour d'aiguilles. Il y a pas une sorte de paradoxe là-dedans. Et comment tu vis ça, du coup Alors, en fait, comme chaque phobie, c'est une peur inexpliquée de quelque chose qui n'est souvent pas rationnel. Donc, du coup, moi, c'est quelque chose que mon père m'a transmis, qui a lui-même, qui est phobie des aiguilles, et du coup, j'ai pas peur de toutes les aiguilles. Donc, sache que les aiguilles avec lesquelles je travaille, j'en ai pas peur. Ah, ok. Donc, j'ai peur des aiguilles tubulaires, donc qui sont creuses, donc c'est les aiguilles qu'on utilise. Prise de sang, vaccin. Exactement, on peut faire du piercing, justement. Donc voilà, du coup ça me pose aucun problème de travailler avec, en sachant qu'en plus moi je vais plutôt en avoir peur quand on les utilise sur moi mais pas sur les autres. Ok, donc c'est juste un type d'aiguille. Ouais, puis non, il y a aussi un rapport au sang globalement que je suis pas... Ouais. Non mais le sang des autres c'est ok, mais par exemple je sais que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma vie de devoir faire des piqûres pour faire un test de glycémie. C'était l'enfer. Rien que ça, même une petite goutte. C'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. Donc, je me roule en boule et j'attends que ça passe. Donc, c'est quoi ça? C'est hématophore, un truc comme ça Ouais, après, c'est purement personnel parce que quand je regarde vaguement les autres le faire, c'est à peu près ok. Mais alors, sur moi, ça me met en PLS, c'est chaud. Ouais, c'est vrai que ça s'explique pas, ce genre de truc. Non, voilà. Alors que c'est marrant parce que je me suis déjà scarifiée moi-même et c'était pas. Voilà. Donc, je pense que chaque situation, en fait, est différente. Mais voilà, après, moi, les aiguilles que j'utilise, rien à foutre. Ok, ça roule. Est-ce que tu t'intéresses à d'autres formes d'art plastique ou d'art Bien sûr. En sachant que du coup, c'est pas forcément des choses que j'aime mettre très en avant parce que c'est pas forcément des choses que je fais tout le temps, mais j'aime peindre aussi, que ce soit de l'aquarelle ou de l'acrylique. Après, des choses que je vais pas pratiquer mais que je vais beaucoup aimer, ça va être tous les types
d'art graphique que tu peux trouver à la fois sur Internet, dans les musées. Alors autant au niveau de mon éducation, je pense que mon père m'a vraiment appris l'amour de la musique. Par contre, je pense que ma mère, elle m'a beaucoup appris à aimer en fait l'art de manière générale. C'est elle qui m'a beaucoup poussée à aller dans les musées. Et puis que ça soit l'un comme l'autre, ils se sont jamais opposés en fait à ce que je puisse faire une formation artistique. Et du coup, c'est vrai que déjà depuis que je suis tout petit, je vais dans les musées, quoi. À ça, ouais. Énormément. Et puis même à la maison, dans la maison familiale, il y a plein de peintures au mur. Donc ouais, je pense que j'ai toujours baigné plus ou moins là-dedans, quoi. Et le street art, ça te parle un petit peu? Ouais, après c'est pas des trucs que je maîtrise particulièrement. J'ai eu la chance dans ma carrière de rencontrer Zeyo de Lyon, qui est un graffeur lyonnais justement, qui fait des graphes avec des lettrages de fou, qui sont magnifiques. Et puis du coup c'est quand même assez drôle parce que il y a beaucoup de gens dans le milieu du tatou qui sont liés au street art. Et du coup ça m'a toujours fait marrer parce que sans savoir, à Lyon, je passais des fois devant des graphes, des trucs hyper cool, hyper bien shadés, avant de savoir qui les avait faits, et de savoir que c'était telle ou telle personne, tel ou tel tatoueur. C'est tout un univers aussi. Hein, ouais, complètement. Alors, sur Colloquium, on parle beaucoup de musique aussi. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu quelques vidéos. Si, complètement. Ça te branche d'en parler un petit peu? Ouais. Quel rapport as-tu avec la musique? C'est un truc hyper important pour moi. Comme je t'expliquais, moi j'ai toujours baigné dans la musique chez moi, alors en sachant que chez moi personne ne sait faire de la musique, par contre tout le monde en écoute. Et que mon père, c'est un grand fanat de musique, de tout style confondu, donc du coup je pense que c'est quelqu'un qui m'a aussi assez jeune appris transmis, ouais. Voilà, et transmis en fait l'amour de la musique de manière très large, donc du coup j'ai un prisme hyper large au niveau des styles de musique. J'écoute beaucoup de choses très différentes, et du coup c'est vrai que moi-même j'ai du mal des fois à passer mes playlists en soirée ou même au shop, parce qu'en fait on va passer de trucs je sais pas de la chanson française ultra classique à des textes de rap aussi en français, ou juste après on va avoir des trucs hyper électro, on peut passer par du black metal, et en fait c'est comme ça tout le temps, tu vois. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, moi je suis très heureux, mais c'est vrai que du coup c'est hyper varié, et je pense que c'est aussi grâce à lui que j'ai appris ça, et surtout appris à aimer avoir des vinyles, avoir une platine. Et puis du coup lui c'est quelqu'un qui quand même se fait très chier, hein, puisque c'est quelqu'un qui s'emmerde à construire ses propres enceintes. Ah ouais. Oui. Ouais, mais c'est ça, mais t'as du matos comme ça d'ailleurs, t'as un matos vintage DIY on va dire. Ouais, plus ou moins, dans le sens où il y a des choses qui ont été réparées, remontées. Après tout ce que j'ai, c'est pas des choses qui ont été fabriquées, ou très peu. Mais lui, par contre, il en arrive à un stade où il en a tellement qu'il faut qu'il les vende, quoi, parce que c'est vraiment un inventeur, donc il en fabrique plein. Et mon oncle aussi, pareil, du côté arménien, un grand fanat de hi-fi, donc en fait, pareil, en fait, c'est quelqu'un qui vit de manière hyper humble. Tu vas dans son appartement, c'est tout petit, il y a pratiquement rien, si ce n'est plein de vinyles, plein de CD, et du matos de hi-fi partout, quoi. Donc moi, j'ai grandi entourée de personnes donc, qui adoraient vraiment la musique. C'est cool. Ouais, c'est une grande chance. Du coup, on voit que t'es vachement éclectique dans les styles musicaux que t'apprécies. Ouais. Depuis que t'es arrivé sur l'île, tu t'es un peu frotté à la scène locale. On s'est croisé dans pas mal de concerts. Et puis, j'aurais aimé savoir, avec le recul que t'as maintenant depuis que t'es arrivé, quelle vision t'avais un petit peu de la scène locale lilloise. J'ai envie de dire, ça fait chier de parler encore de la situation actuelle, mais en fait, c'est hyper handicapant pour moi parce que je suis arrivée entre les 2 confinements. Donc à une période où on pouvait refaire quelques concerts, mais en fait, il n'y en avait pas tant que ça. C'était des concerts uniquement assis, avec des masques. Donc en fait, j'ai pratiquement pas pu en profiter. Je crois que le dernier concert que j'ai pu voir, c'était Ripoll qui jouait. Avec Jodie Foster? Non, avec... son projet Il est tout seul. La Misanthropique. Oui, exactement. Je l'ai vu 2 fois du coup, juste avant qu'on me confine. Et sinon, après, franchement, je vous ai vu vous, du coup, avec Stupid Karaté. Je sais même pas si j'ai vu Gumo en concert, je pense pas. J'ai vu quelques concerts que tu organisais. Mais en fait, j'ai
pratiquement rien vu en fait. Ah, celui de karaté, c'était il y a un an. Ouais. Quasiment, enfin un peu plus d'un an maintenant, mais ouais, c'était ça. Ok. Euh, je nous connais un amour en commun pour un profond amour en commun, Oui. oserais-je dire, pour Georges Brassens. Ouais. Donc ça me fait plaisir de pouvoir en parler avec toi. Euh, comment tu as découvert cet artiste et est-ce qu'il représente quelque chose de particulier pour toi du coup? Ouais. Alors Brassens, moi j'ai découvert ça quand j'étais enfant. Toujours grâce à mes parents. Du coup, quand on partait en vacances, on partait généralement un mois en camion. Dans un camion qui avait été aménagé, c'était un peu pour Lingos, mais on vivait notre meilleure vie dedans. Et du coup, on faisait tout en camion. Donc c'était hyper chouette parce que ça nous permettait d'avoir une grande flexibilité au niveau des mouvements. Donc on a pu voyager dans plein de pays différents. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas tellement de CD, voire pas du tout. Et surtout, on avait un vieux lecteur cassette pour Lingos dans le camion. Et on avait très peu de cassettes. Et dans ces cassettes-là, il y avait la fameuse cassette de Renaud qui reprend Brassens. Et en fait, je pense que ça fait partie des albums que j'ai le plus écoutés quand j'étais enfant. Donc j'ai connu par ce biais-là. C'est via Renaud, quoi. Via Renaud, ouais. Bon, c'est marrant, parce que quand j'entends son nom, maintenant, j'ai des poils qui dressent, quoi. Donc... Oui, voilà, mais en attendant, on peut quand même pas lui jeter la pierre pour ça. Et je pense que même si c'est pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde, moi, Renaud, j'écoutais beaucoup quand j'étais gamin. Pareil. Et je pense qu'il y a quand même des super choses qui ont été faites à l'époque. Mais du coup, c'est par ce biais-là que j'ai découvert Brassens et qu'après, j'ai écouté Brassens tout seul. Et je pense que pareil, c'est un truc toujours qui est hyper familial dans le sens où dès que je passe du temps en fait avec ma famille, pratiquement tout le temps, on met un vinyle de Brassens et on fait à manger, puis on discute et tout. Et c'est quelque chose, vraiment un lien social en fait. Et on en parlait justement il y a pas très longtemps. C'est quand même assez dingue de voir que ça reste un homme, un hétéro, cis. Blanc, qui à l'époque, et ça commence à dater, a fait des textes hyper engagés, hyper féministes, qui étaient à fond en fait pour le droit des travailleurs du sexe, qui parlaient de sexualité féminine, qui parlaient de misandrie aussi, et aussi de choses anti-flics, et enfin voilà. Très engagé, ouais, c'est vrai que... non, mais c'est hyper vaste, mais du coup, ouais, c'est assez chouette. Quand tu vois des morceaux comme Hécatombe, c'est génial. Enfin, pour moi, je trouve ça juste absolument merveilleux. C'est quand même une chanson qui parle de femmes misandres qui tabassent des flics. Tu sais, genre, waouh, c'est complètement incroyable. Et de quelle manière Ah ouais, non, mais, absolument fabuleux. Et moi, j'écoutais ça quand j'étais gamin. Alors, je comprenais pas forcément tout ce qui se passait, mais j'étais très contente de comprendre plus la profondeur des textes quand j'étais adulte et de me dire, genre, waouh, en fait... c'est quand même un sacré monsieur, quoi. Ah, impressionnant. Il y a des titres comme ça, en plus d'Hécatombe, qui t'ont marqué Il y a tellement plein. Il y en a vraiment plein. Honnêtement, je saurais pas te dire... Alors, Hécatombe, très clairement, pour moi, c'est ma préférée. Je pense que c'est de loin. Après, là, comme ça, je sais pas. Moi, j'avais bien kiffé, une qui m'avait marqué, c'était, je sais plus si c'est la complainte ou la courtine des gens qui sont nés quelque part. Ouais. Ouais, qui parle du coup du chauvinisme. Ouais, et puis de partir à la guerre pour défendre son petit truc et tout. Mais pareil, il a un discours hyper intéressant sur le fait en fait, qu'il a pas fait son service militaire. Enfin, si, en fait, il a été, je sais plus, il a été appelé, il a fait quelques temps, puis après il s'est barré, il s'est planqué. Enfin, il a un discours hyper antimilitariste. Ouais. Clairement. Et je pense qu'en plus, pareil, il a un discours hyper anticlérical et de source sûre, c'est quelque chose qui a été hyper compliqué parce qu'il venait d'une famille religieuse et du coup, sa mère était hyper réfractaire en fait à tout ce qu'il faisait. Elle avait vachement honte en fait de ce qu'il était. Et pareil, c'est quelque chose dont il parle pas directement, mais que tu sens un petit peu sous-jacent dans ses chansons. Où très clairement il fait comprendre que c'est comme ça, pas autrement, mais que c'est pas forcément simple tout le temps.
Il y a eu un style de vie assez nomade aussi, en fait. Hein. Ouais. Vivre chez les amis, etc. Ouais. Alors, moi, ce que je trouve dingue aussi, c'est que, en fait, quand tu étudies un peu plus ses chansons, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui parle de polyamour. En fait, et même si à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, mais en fait il faut savoir que lui il a vécu donc chez Jeanne, donc dont il parle dans ses chansons, qui était une femme d'un certain âge, on va dire, qui vivait du coup à Paris et donc qu'elle a hébergé pendant des années et des années en échange de rien en fait quasiment, puisque lui il gagnait rien puisqu'à l'époque il n'était pas connu du tout, et c'était une femme qui était mariée, qui vivait du coup avec son mari, et en fait ils vivaient à trois dans la même maison quoi. Et du coup il a fait pas mal de chansons qui traitent de ça, dont justement une qui est super, qui s'appelle Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Ouais, ouais. Et en fait c'est ça dont il parle, et il fait allusion à ça dans plusieurs de ses textes, c'est le fait que déjà à l'époque tu pouvais pas vivre de relation si t'étais pas marié en fait, ou alors c'était très compliqué, à part effectivement si tu payais les services de quelqu'un, mais en fait avoir vraiment une relation charnelle avec une femme c'était impossible, il fallait être marié. Du coup les seules femmes qui étaient entre guillemets disponibles pour ce genre de choses c'était des femmes qui étaient mariées, puisqu'en fait ça ne les engageait entre guillemets à rien si ce n'est des risques en fait, mais en soi, c'était plus ou moins plus facile et plus ok pour lui de relationner avec des femmes mariées. Donc ça, il en parle dans plusieurs de ses textes. Ouais. Et puis, vis-à-vis de cette chanson-là spécifiquement, c'est quelqu'un, du coup, qui, très clairement, va te dire qu'il va, limite, choisir la personne avec qui il va relationner en fonction de son mari. Parce que finalement, l'amitié qu'il va avoir avec cette personne est plus importante que la relation qu'il a directement avec la femme de celui-ci. Quoi. Oui, c'est ça, c'est important qu'il s'entende bien avec lui. Ouais, c'est ça. Et puis à la fin, il dit que c'est lui qui garde les enfants quand le mari part à la pêche et que la femme, elle baise avec son nouvel amant. Tu vois. Enfin, mais du coup, ça, c'est des trucs qui font sourire déjà à l'époque et qui le font encore maintenant. Mais pour moi... Et pourtant, on a une époque quand même qui est loin de celle qu'on vit actuellement, dans les années 50, je veux dire... Mais complètement. On était à des années-lumière, mais pour moi, et après, ça reste que ma lecture, mais pour moi, c'est une sorte de polyamour en fait. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? Encore plus de tatouages, plus de voyages. T'as encore de la place du coup ? Pour te faire tatouer ? Pour me faire tatouer moi, plus trop non. J'ai quand même tout mon dos encore de dispo. Mais sinon, là, la place commence à devenir rare. Et tu serais capable d'envisager le face tattoo ? Ouais. Oui. Complètement. Après, du coup, ça rejoindrait certainement le projet que j'ai fait vis-à-vis de mes doigts, vis-à-vis de ma gorge. Du coup, qui a une symbolique assez forte. Du coup, ces tatouages-là sont liés pour moi symboliquement aux femmes arméniennes qui, pendant le génocide arménien, ont été enlevées et revendues en tant qu'esclaves sexuelles dans des bordels. Et du coup, c'est des femmes qui ont subi des viols pendant des années et des années et qui, en plus, étaient tatouées de force. Donc, dans la culture arménienne, il n'y a pas de personnes tatouées. Donc, du coup, à chaque fois que ces femmes-là ont pu ressortir des années après de tout ça et de l'esclavagisme, en fait, très peu ont voulu témoigner. Par contre, leur marque corporelle... Parler pour elles, Parler pour elles, quoi. Et du coup, c'est certes des choses qui, une fois plus, ont une centaine d'années, mais moi, je me suis beaucoup reconnue, en fait, à travers ces femmes-là. Et en tant que témoin et en tant que descendant, en fait, c'était important pour moi d'avoir des tatouages qui traitaient de ça. Donc après, ils ont été retravaillés, réexploités, parce qu'en plus, ces photos d'époque sont de très mauvaise qualité. Donc on a quand même du mal à vraiment voir quels étaient les motifs. Après, ça reste des motifs traditionnels turcs que tu retrouves dans plein de choses aussi, dans l'artisanat, etc. Mais du coup, pour moi, c'était hyper important de faire ces tatouages. Il y a une puissance émotionnelle très forte, du coup. En plus, tu as toutes des parties de ton corps qui sont quand même exposées. Ok, donc plus de tatouages encore ? Ouais, certainement. Après, j'ai encore une fois plus tout mon dos à faire, et puis j'ai encore des petits trous à droite à gauche, donc je pense que ça va se remplir au fur et à mesure des rencontres et des voyages. Continuer là-dedans aussi, du coup Ouais, complètement. De toute façon, moi, c'est ce que j'ai coutume de dire, hein, je continuerai à tatouer jusqu'à ce que je puisse plus. Mais très clairement, c'est le meilleur métier possible pour moi, et j'espère pouvoir le faire jusqu'à ce que mon corps ne puisse plus le faire. Bon, on te le souhaite aussi.
Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que tu aurais voulu aborder, qu'on n'a pas abordé, Non, écoute, ça me paraît hyper large, hyper complet. Ça a été Donc, pour toi? ouais, carrément. Merci. Bon, écoute, on arrive à la fin de notre interview. Ouais, Donc merci à toi déjà, ça a été un plaisir. ouais, Il y a une question qui revient dorénavant à chaque fin d'interview. ouais. Est-ce que tu pourrais conseiller 3 albums? Ouais, du coup, comme j'ai regardé quasiment toutes tes interviews, je m'étais préparée à cette question et heureusement, parce que si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été vraiment Ouais. trop dur. Parce que c'est On une en a qui question. ont été pris à dépourvu, ouais. Ah ouais, et puis en plus, du coup, c'est hyper large et Ouais. comme je t'ai expliqué, comme j'écoute des choses très éclectiques, c'est difficile pour moi de répondre. Alors l'idée, c'est ce qu'on dit généralement avec Choc maintenant, c'est dis-toi que tu pars sur une île déserte et que tu peux prendre que 3 scuds. Je n'aime pas cette question. Ouais. Attends, tu te doutes bien que déjà, je me reconnais ni en tant que femme, ni en tant qu'homme, donc déjà, je cause j'ai une troisième case, quoi. Donc Ouais. là, j'ai trois choix. C'est Ouais. hyper restrictif, ça va pas du tout, ça. Je dirais que... Après, rien ne t'empêche de briser les règles, hein, Ouais, je veux non, dire. non, non, c'est bon, c'est ok, c'est ok. Donc, 3 choix, je dirais que... je dirais Sexy Sushi, parce que merde, voilà. Donc, premier album, je crois que c'est Ça m'aurait fait chier d'exploser. Ok. Voilà. Donc, Rebecca Warrior, si tu m'entends. Sinon, après, un petit Brassens, parce que voilà, très clairement, je pense que c'est quelque chose qui me redonne toujours le sourire dans toutes les situations. Donc, je dirais Les copains d'abord. Voilà. Et en troisième, que 3, ça fait pas beaucoup. Je dirais, parce qu'on me l'a offert il y a pas longtemps et parce que ça fait partie de mes albums préférés de la vie, Alléluia de Igor. Ouais, groupe français. Ouais. Ouais, ils ont un univers bien particulier aussi, hein. T'as eu l'occasion Ouais. de les voir en live ou pas? Alors, il y a très longtemps, et pour le coup, j'ai très peu vu, parce que je suis arrivée un peu à moitié au milieu du concert, mais du coup, j'avais vu ça un peu de loin, ouais. Et c'est vrai que, alors une fois de plus, j'écoute des choses très très variées, mais Igor, j'ai vraiment l'impression, à chaque fois que j'en écoute, que ça fait un trou dans mon cerveau. Et puis Et ils ont que ça mixé fait écho. énormément d'influences entre du C'est chant badass. limite lyrique, de la batterie hyper bourrin, Ouais. des. Même au niveau des voix. Ah ouais, les voix c'est incroyable. Bah, t'as un chant, on va dire mélodique, et un chant métal de toute Oui, façon. Donc, complètement. Puis pareil, au niveau de la batterie, il y a des trucs, enfin, c'est... oh bah, c'est Sylvain Bouvier, il est incroyable. C'est tellement sale ce qui se passe. C'est hyper beau, et puis en même temps, t'as des parties qui sont beaucoup plus mélodiques, Ouais. et puis moi, je trouve ça absolument incroyable que quelqu'un te dise, genre, tiens, je vais faire de la musique, mais je vais enregistrer ma poule, et puis je vais prendre aussi mon aspirateur, et je vais faire un truc chambé, tu vas voir. Bah cool, c'est une bonne sélection. Bah merci à toi. Merci à toi. On te souhaite le meilleur. Et Merci. puis à bientôt. Ouais, à bientôt.